RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Notre opération Marathon de Paris, elle vous passionne. Eh bien, nouvel épisode aujourd'hui, un épisode magnifique avec beaucoup d'infos à l'intérieur. Et puis évidemment, notre coach Yohan Durand est là, comme toutes les semaines. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ça va ? Petite voix, Font-Romeu a laissé des traces. Ouais. Font-Romeu, voilà. C'était pas une bonne idée de faire du racket à 19h par moins 5 degrés. J'ai la gorge en feu. Ah ouais, bon, toi t'es pas en prépa marathon, donc c'est tu t'en l'hiver. remettras. Non, ça va, vite. je m'en fiche. Voilà. C'est ça. On est à 19 jours du Marathon de Paris, le 12 avril prochain, un événement magnifique, le plus grand marathon au monde. C'est donc un épisode exceptionnel aujourd'hui. On va prendre des nouvelles de toute notre équipe qui a fait la fameuse sortie longue de 30 km. Comment ça s'est passé pour chacun d'entre eux, vous aurez le débrief. On aura deux invités également, deux invités majeurs. Le premier, c'est Thomas Delpeuch, le directeur des courses, des épreuves grand public chez ASO, qui est le responsable du parcours et de la course du Marathon de Paris. Beaucoup de questions à lui poser, notamment sur les ravitaillements, donc Thomas va pouvoir y répondre. Et en deuxième partie, on sera avec notre amie, notre nutritionniste, Alice Michel, parce que ce sera le thème de la séance, Yohan, le plan de nutrition pendant le marathon. Tu verras les nouvelles de l'équipe. Certains ont besoin d'alternatives et de plan B par rapport à la solution initiale, parce que voilà, il y a certains gels qui ont peut-être un peu de mal à passer, quoi. Eh ben voilà, c'est important de tester. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les tester. sorties longues. On est ravis d'accueillir aussi dans ce studio dans un instant Pierre, un fidèle auditeur du podcast qui va pouvoir participer. Et puis surtout à la fin, j'aurai une grande annonce à faire parce que vous l'avez promis depuis le début de la prépa. La sortie longue communautaire de la prépa RMC Running Marathon de Paris, c'est ce dimanche au Bois de Boulogne à 10h. Pour vous inscrire, n'hésitez pas. On va tout vous donner, toutes les informations nécessaires, mais toute l'équipe sera réunie pour vous accompagner pour la dernière sortie longue de cette prépa Marathon de Paris. Allez, enfilez les baskets, attachez les lacets. C'est parti pour RMC Running. Le tour de table pour commencer avec Sophie qui est là à distance. Salut Sophie. Bonjour tout le monde. Ravi de te retrouver, le sourire est toujours là. On a hâte que tu nous racontes ta semaine et ta sortie de 30 km surtout, savoir comment ça s'est passé. On peut accueillir également Adèle qui est là en direct de Tunisie. Salut Adèle. Salut tout le monde. Écoutez, très content d'être avec vous. Ravi que tu sois là aussi. On voit que tu commences à enchaîner les kilomètres et ça nous donne de l'espoir pour le Marathon de Paris. Et puis à mes côtés, on a Robin, alias Robinho, qui est là. Salut Robin. Salut à tous. Sois le bienvenu. Robin, on est content. On a hâte d'avoir ton débrief de ta séance de 30 km, aussi savoir comment ça s'est passé. Et je précise qu'on aura Max Abolin qui viendra, notre producteur, dans un instant. Jean-Louis Tour ne peut pas être là parce qu'il est aux États-Unis. Il est parti suivre la tournée de l'équipe de France. Et donc, on accueille Pierre qui est là, fidèle auditeur du podcast. Salut Pierre. Salut à tous. Sois le bienvenu, t'es ici comme chez toi. On t'a mis dans le canapé, tout va bien. Merci. Tu veux intervenir, tu fais ça, marche. Quand tu veux. On a une forte pensée aussi, Yohan, pour Awa, qui est toujours au Sénégal, qui va rentrer dans les jours prochains, mais qui s'est envoyé 30 km hier sous 30 degrés. Ah, elle a fait Ouais. Alors là, il va falloir bien récupérer. Ah ouais, là, il faudra bien s'hydrater. Et bien récupérer, effectivement, on pense à elle, à Awa. Mais je vous le disais, avant de débriefer vos semaines et d'avoir vos notes justement sur la semaine qui vient de s'écouler, accueillons Thomas Delpeuch, le responsable du Marathon de Paris, le directeur de l'organisation, qui est avec nous en direct. Salut Thomas. Salut Benoît. Ravi de te retrouver. Tu réponds toujours favorablement à nos demandes, donc je suis content que tu sois là. Parce que vous avez fait l'actualité, Thomas, le week-end dernier. On parle beaucoup des stratégies de ravitaillement sur ce Marathon de Paris. Et vous avez fait l'actu parce qu'il y a eu cette nouvelle qui est tombée. On le rappelle, normalement, il n'y aura pas de bidon ou de bouteille d'eau prévue pour les ravitaillements du Marathon de Paris. Il y aura des points d'eau, il faudra remplir soi-même sa flasque. Sauf qu'il y a une petite subtilité qui a été ajoutée. Est-ce que tu peux nous la présenter, Thomas, s'il te plaît ? Oui, le fait qu'il n'y ait pas de bouteille, qu'il n'y ait pas de gobelet, ça c'est pas une nouveauté. On l'avait annoncé suffisamment tôt. Déjà l'année dernière, on avait annoncé que ce serait comme ça en 2026. Et puis c'est une politique menée par la ville de Paris. Donc tous les événements globalement sur le territoire vont ressembler à ça maintenant. Mais c'est vrai qu'on était en réflexion pour les coureurs rapides. Je parle des coureurs très rapides, parce qu'on n'a pas pu le faire pour tout le monde, mais en réflexion parce que à 4 kilos, c'est très compliqué de remplir une flasque, de s'arrêter. On n'est pas censé marcher sur les ravitaillements. En 4 km, c'est une allure très très haute. Et donc, on travaillait cette option d'étendre en fait le service de bidon des élites
aux coureurs de moins de 2,50, qui sont sur l'allure moins de 2,50, donc 4 km au moins, pour leur permettre de se ravitailler avec des bidons. Donc c'est pas des flaques, c'est pas des gourdes, c'est vraiment des bidons type cycliste avec un bouchon que vous retirez avec les dents, pour qu'ils puissent boire quelques gorgées tous les 5 km. Donc voilà, on lance l'opération, c'est un gros dispositif, c'est un dispositif supplémentaire qu'il fallait pas louper. Donc c'est une première expérience pour nous, on n'a pas pu la tester ailleurs, mais on se met à la place de ces coureurs très rapides qui ont du mal à s'adapter en tout cas au nouveau système d'hydratation mis en place. Et donc c'est un nouveau service qu'on leur permet d'avoir. Pour vous donner un ordre d'idée, 2h50 au marathon de Paris, ça représentait l'an dernier 688 coureurs sur un total de 50 000, c'est ça Thomas ? Ouais, avec au départ de la course un peu plus de monde. Bien évidemment, il y en a qui craquent, il y en a qui perdent l'allure, mais au départ de la course, c'est entre 1500 et 2000 coureurs qui sont sur cette allure-là, à 4 kilos au moins. Et puis ensuite, en fonction des kilomètres, on sait qu'à cette allure-là, il n'y a pas 100% de réussite, donc ça diminue jusqu'à effectivement un chiffre qu'on attend entre 700 et 900 coureurs sur la ligne d'arrivée dans l'allure. La difficulté pour toi, ça va être de gérer la frustration de ceux qui sont juste derrière cette allure. Parce que si tu arrives, t'es pas à 4,0 au kilo, mais que tu es à 4,05, il y aura cette frustration de se dire le mec qui était juste devant moi, il avait le droit à son bidon, quoi. On en est conscient, mais il fallait fixer une barre. Et si on avait fixé cette barre à 3,10, ceux de 3,11 n'auraient pas été satisfaits. Si on l'avait mis à 3,30, ceux de 3,31 n'auraient pas été satisfaits. Donc de toute façon, il y a une frustration aussi derrière. Ouais. Voilà. Mais il fallait fixer une première barre, et cette première barre, on l'a mis à 4 kilos. Voilà. Okay. C'est un choix pour cette première expérience. Johan, comment tu as réagi à cette annonce ? Moi, j'avais une question, c'était la question logistique. Comment ça va se passer ? C'est-à-dire que la personne qui passe en 1,25,10 au SMI, il n'y aura plus de bidons. À 1,25,0 au SMI, tous les bidons sont enlevés. C'est comme ça que ça se passe ? Oui, on met les bidons à disposition et on les enlève une fois que l'allure est passée, sur chaque point. Ok. Sachant que sur le marathon de Paris, et quelles que soient les allures, il n'y a pas de negative split ou très peu, ça n'existe pas. Très peu vu le parcours qui est un petit peu plus difficile en deuxième partie, il n'y en a quasiment pas, donc l'allure elle va être soit régulière soit négative. Et oui on est obligé de faire comme ça et d'enlever le dispositif au bout d'un moment, et par contre on a déjà prévenu ces coureurs là et on va les briefer de nouveau. C'est assorti d'une obligation, c'est-à-dire ça, c'est important de le dire, vas-y. On peut pas se permettre de voir de nouveau des personnes qui jettent dans le caniveau, qui jettent n'importe où, parce que ce geste-là, on n'en veut plus, et on n'en voulait plus, et on n'en veut toujours pas. Donc ces coureurs, ils vont avoir l'obligation de jeter dans les 3-4 corbeilles qui sont derrière à 150 mètres. S'ils ne jettent pas le bidon dans cette zone-là, on se réserve le droit de les disqualifier. On leur apporte un service en plus. Il peut y avoir une disqualification si on garde trop le bidon et qu'on le jette n'importe où après, effectivement. Oui. C'est tout le paradoxe. Comment tu réagis, toi, Johan ? Parce que c'est un apport non négligeable pour tous ces coureurs-là qui représentent une infime minorité sur le peloton du marathon de Paris. Mais ce qui est fou, c'est que c'est encore mieux qu'une bouteille d'eau sur un marathon ailleurs, un peu partout dans le monde. C'est un bidon, c'est encore mieux. Tu l'ouvres facilement, tu bois et tu le refermes. Le confort pour ces coureurs-là va être exceptionnel. C'est vrai que pour tous les coureurs qui n'avaient pas accès au SAS Elite et qui n'avaient pas leur bidon comme nous les coureurs élites, donc tous ceux qui couraient chez les hommes au-delà de 2h20 et chez les femmes, je pense que ça devait être 2h35 ou 2h40, tous ces coureurs-là, effectivement, à l'époque, c'était les gobelets et les petites bouteilles. Aujourd'hui, ils auront l'opportunité d'avoir des gourdes comme les pros, et ça, c'est vrai que c'est un atout supplémentaire. Après, nous, à la différence que nous, dans nos bidons, on met notre ravitaillement perso, donc on peut partir sur de la boisson isotonique, alors que là, ça sera certainement, je pense que de l'eau. Donc voilà, c'est la seule différence, mais c'est vrai que c'est un vrai plus pour les coureurs qui mettront moins de 2,50, et je pense que c'est une bonne alternative, parce que c'est trop compliqué pour s'arrêter sur un marathon quand tu cours à 4 kilos. Et ce qui se serait passé, c'est que tu aurais vu des gens un peu partout au bord de la route à donner des bidons n'importe quel moment, n'importe où, que peut-être les coureurs auraient jeté justement n'importe où hors des zones de ravitaillement. Et là, au moins, l'avantage, c'est que quand tu cours le marathon en moins de 2h50, tu es sûr d'avoir ton bidon. Et après, il faut juste faire le geste de le jeter correctement, mais ça demande pas. Il y avait même des petites cibles. Je me rappelle, ils avaient mis des petites cibles qu'on devait viser pour mettre dans la corbeille. Et franchement, même sur un marathon, je me rappelle m'être amusé à essayer de la mettre dans la cible. Donc voilà, c'était un petit geste pour la planète. Alors,
Thomas, c'est marrant parce qu'on a 2 exemples. J'accueille tout de suite la nutritionniste d'RMC Running qui est arrivée. Salut Alice Michel qui est là. Ravi que tu sois là. On a Alice qui est... Bon, Alice, c'est pas entre guillemets, le commun des mortels. Alice a un objectif très ambitieux sur ce marathon de Paris. Tu fais le marathon de Paris, Alice. Tu peux nous rappeler ton objectif ? Moi, j'aimerais bien faire autour de 2h36. Voilà, 2h36 au marathon. Et on a Pierre qui est venu nous voir cette semaine qui, lui, va viser 3h. Ouais. Donc, je veux juste vous demander votre réaction quand vous avez vu l'info. Alice, comment tu as réagi quand tu as vu qu'il y aurait les bidons comme ça dispo sur les ravitaux ? C'est vrai que moi, j'étais contente parce que je me suis dit que j'allais pouvoir bénéficier du coup des bidons parce que dans l'idée, je suis en moins de 2h50. Donc, je pourrais avoir de l'eau sur le parcours. Et c'est vrai que avant, tout était un peu logistique pour essayer de savoir comment on allait pouvoir se fournir de l'eau ou avoir des solutions. Donc là, c'est vrai que la solution a été toute trouvée il y a à peine 4-5 jours. J'ai vu qu'il y avait ça, donc j'étais contente. Mais c'est vrai que je sais que ça a fait pas mal polémique aussi autour de moi parce que ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, forcément, se sentaient un peu lésés par rapport à ceux qui peuvent faire moins de 50. Donc pour moi perso j'étais contente. Après forcément pour ceux qui sont en plus de 50 je vais pas dire que j'étais super contente non plus quoi. Ouais. Pierre, comment t'as réagi toi qui vise un sub 3 le 12 ? C'est vrai que j'avais bon espoir quand j'ai vu l'annonce en me disant parce que il me semble qu'il y avait la double condition, il y avait SAS préférentiel et moins de 2h50, enfin c'est ce qui était dit. Donc je m'étais dit peut-être que, parce que moi, 2h50, c'est pas dans mes cordes du tout. Donc je m'étais dit, ça se préférentiel, ça va peut-être ce qui va me permettre d'avoir les bidons. Et j'avais commencé à organiser un petit peu la logistique avec des copains qui me donneraient des gourdes, enfin ce que tu disais à l'instant. Du coup, je perds espoir parce que 1h25, si je pars sur 1h25 au semi, je vais exploser. Donc, ah oui, non, c'est pas le moment de tout foirer pour aller choper un bidon. Ça, c'est exactement, c'est pas le but. Donc je vais partir avec une flasque à la main et puis... J'essaierai de donner des bidons à des amis. Alors Thomas, c'est l'autre question que j'allais te poser avant de te libérer. Merci beaucoup déjà d'accepter cette invitation et de répondre à ces questions. Est-ce que ta crainte principale en tant qu'organisateur du marathon de Paris, c'est justement tout ce qui est ravitaillement sauvage et voire pacing sauvage, parce que c'est un peu la crainte qu'on peut avoir sur ce marathon. Alors là, on est sur des allures très rapides et des départs assez tôt, donc ce sera moins le cas. Mais sur le gros du peloton, est-ce que c'est ta crainte principale ? Non, alors c'est vrai que pour les coureurs rapides, commencer déjà à s'organiser des ravitaillements perso. Ça, on commençait à le voir. Moi, j'ai des copains qui l'ont fait en 2,45, 2,47 l'année dernière. Quelqu'un, à mi-parcours, leur a changé leur flasque. Ouais. Voilà, donc on a discuté avec la FFA. La FFA y réfléchit aussi parce que ça ne fait pas partie des règles qui sont validées par eux. Donc sur Lyon, par exemple, le juge arbitre a commencé à mettre des cartons jaunes. Il fait, il faudra qu'on reparle de la chose parce que les ravitaillements évoluent. Il faut aussi que les règles puissent évoluer. Tu as des problèmes avec les arbitres, l'Olympique Lyonnais en ce moment. Méfie-toi quand même. Ouais, je comprends la réaction de Pierre parce qu'en 3 heures, c'est rapide aussi. On ne dit pas le contraire, bien évidemment, mais il fallait fixer une première limite qui était logiquement possible pour nous pour ce premier test. Et on a précisé ça, ce préférentiel, parce que la personne qui partirait avec les 4 heures derrière et qui ferait son marathon en moins de 2,50, on ne pourrait pas le servir. Voilà, il y a toujours des gens qui vont trouver le cas particulier. Après, sur le pacing, oui, on redoute un petit peu ça. Donc, on communique de plus en plus auprès des coureurs, auprès des supporters, en disant, pas de personnes supplémentaires dans ce peloton qui est déjà énorme. Allez pas pacer votre copain pendant 10 bornes parce que peut-être que ça lui fait du bien, que ça l'encourage, mais ça fait une place de plus sur la chaussée, ça fait une personne de plus et ça crée de la densité. Donc, nous, on essaie de le décourager. On n'y arrive pas forcément en 100%, mais on essaie de faire comprendre aux spectateurs et aux coureurs, aux accompagnants que c'est pas la meilleure chose. Et aussi pour répondre à Johan sur l'eau, oui, bien sûr, ce sera que de l'eau. On ne pouvait pas s'adapter au régime de chaque compétiteur. On aurait pu rajouter un petit peu de sucre, un petit peu de sel, mais c'est pas ou mettre que de la boisson énergétique. Mais je pense que l'eau c'est la base. Et au moins on crée l'unanimité sur l'eau, sur ce genre de ravitaillement. Après, chacun prend son gel, sa gomme ou ce qui lui convient. Que vous avez testé là en sortie longue justement ce week-end. Tu vois, on va le raconter. Il y a eu des aventures différentes en fonction des gels et des sorties longues. On va en parler. Et juste Thomas, dernier mot avant de te laisser. Est-ce que la clé pour toi, pour la suite, les prochaines années du marathon de Paris, c'est pas d'envisager des dossards pacers justement? Je sais pas, est-ce que vous réfléchissez à ça chez ASO? Un dossard qui serait peut-être moins coûteux, moins onéreux, que tu peux lier avec un dossard qui est pris par un coureur et qui permet comme ça un pacing organisé? Alors, on y a pensé, mais ça fait encore... si c'est une opération qui fonctionne, ça peut nous faire 10 000 personnes de plus sur la chaussée sur les 15 derniers kilomètres. Et on a une chaussée aujourd'hui qu'on essaie de maîtriser, là où il y a trop de public, là où il commence à y avoir beaucoup de public sur les derniers kilomètres. Et se rajouter cette difficulté pour les coureurs, c'est pas simple. Donc rajouter du monde là où il y en a déjà beaucoup,
je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Donc peut-être des points supporters qui peuvent être aménagés différemment, peut-être des systèmes d'encouragement et de suivi qui peuvent être super sympa, mais courir avec quelqu'un sur son marathon, ils ont envie de franchir la ligne d'arrivée en plus. Ils ont envie de la franchir avec eux. Et c'est encore pire. Dans la zone d'arrivée, c'est pas fait pour les accompagnants, c'est pas fait pour les enfants, c'est pas fait pour ce public-là. C'est une zone. Bon, j'oublie, c'était une mauvaise idée. Flux, ouais, donc on y a beaucoup pensé, on y réfléchit encore. On en reparle avec les partenaires de temps en temps, mais ça nous semble pas la meilleure idée pour l'instant. Ouais. Bon, ça marche. Thomas, merci beaucoup d'être venu dans RMC Running. On te laisse filer parce que tu as beaucoup d'occupations et on se donne rendez-vous le 12 avril pour l'organisation de ce beau marathon de Paris. Merci Thomas. Merci Benoît. Bye bye. À bientôt. Merci. Bonne journée. Qui se prépare. Ciao. Ouais, bye bye. Et oui, toute notre équipe qui se prépare, allons-y pour les notes de la semaine. Alice, t'es pas seulement notre nutritionniste, donc tu vas donner tes notes toi aussi. On veut savoir comment ta semaine d'entraînement s'est passée. Sophie, alors, plaisir, fatigue, difficulté, les notes sur 10 de la semaine qui vient de s'écouler. Difficulté, on va commencer par la difficulté, je dirais 5, 6, parce que 6. La fatigue, hier soir, je dirais bien 7-8. Hier soir, après la sortie de 30 km, ça tirait un peu. Plaisir, je dirais 10 parce que quand même, c'était super de réussir à faire 30 km. Ce matin, ça va bien. Donc, je dirais 10 sur 10 pour le plaisir. Et puis, je suis super contente d'arriver à faire 30 km. C'est fou ce que le corps est capable de faire en si peu de temps. Et voilà, c'est pour ça que je suis très, très, très contente. Est-ce que les allures marathon étaient respectées? Est-ce que ton allure cible? Oui, alors je suis peut-être allée un tout petit peu plus vite que ce que je pensais. Parce que du coup, les blocs, on a dû les faire à peu près à 5,15. Et puis, c'est un petit peu ce que Florian avait donné comme allure. J'y croyais pas trop. Et finalement, on a à peu près fait les 3 blocs à cette allure-là. Et ça s'est très, très bien passé. Franchement, c'était super bien. J'ai pas trouvé le temps trop long. J'avais un petit peu peur que 30 km, 2h40, ça soit long. Ouais. Après, voilà, j'avais la chance d'avoir Luigi, les enfants, donc c'était sympa. On a pu discuter, c'était bien. Donc une super belle sortie, mais je mettrais un petit bémol pour la nutrition, justement, puisque j'ai réussi à prendre 3 gels. Ouais. Donc voilà, je les ai pris par moitié, puisque c'est plus facile, à peu près toutes les 20 minutes. Mais alors, quand il a fallu commencer à prendre le 4e, là, c'est pas du tout passé. Mais alors, pas du tout. Et j'ai eu la nausée tout l'après-midi de dimanche derrière. Donc voilà, ça, c'est le petit point où il va falloir trouver une solution. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre de la boisson, une compote? Rassure-toi, Alice est là. Elle a la réponse à toutes tes questions. C'est pour ça que... Ça va être super. Hein. Voilà, elle tombe au bon moment. Bravo. Exactement. En tout cas, Johan, on est fiers de Sophie. Hein. On a démarré avec elle. Elle faisait de la marche et de la course. Et là, elle nous sort 30 bornes, 2h43. Quoi. En 2 mois, on passe d'une alternance marche-course sur des temps de quelques minutes à aujourd'hui la sortie longue qu'elle vient de faire. Voilà, c'est vraiment plus que rassurant. Tout est en progrès, tout est bien. Et puis voilà, là les feux sont ouverts. Alors voilà, maintenant il faut ajuster la partie nutrition. Et une fois que ce dernier volet sera ajusté, ça va être que du bonheur pour le marathon. Ouais, ça c'est sûr. Bon, bravo Sophie, en tout cas. Robin, comment ça s'est passé alors, cette sortie longue et cette semaine? Sur 10, tes notes sur 10. Plaisir, fatigue, difficulté. La semaine, elle était compliquée. Parce que je termine mardi en difficulté sur la séance, je ne l'ai même pas terminé. C'est la première fois que je suis DNF d'une séance d'entraînement par Flo. Ouais. Du coup, on a beaucoup discuté avec Flo parce que la séance de dimanche, je voulais la réussir, la 30. Et c'était quoi la séance mardi? Pourquoi tu l'as pas réussi? C'était des allures marathon parce que plus de jambes dès le premier kilomètre, alors que c'était de l'EF. Et j'ai dit, ça sert à rien d'aller sur des allures marathon, on va peut-être continuer 5-6 en EF et même à cette allure-là, ça allait pas du tout. Vous vous souvenez le jour où je vous ai envoyé dans le groupe Marathon de Paris, le repas du soir de Robin, c'est sandwich pâté? Et ben voilà. C'était le lendemain. On l'a payé. C'était le lendemain. Pour expliquer, la tradition, quand il y a la Champions League à RMC, c'est la soirée pâtée. Donc on a fait une soirée pâtée à RMC. Bon, je sais pas si c'est la cause, mais en tout cas, le lendemain, ça allait pas très bien. C'est Nutri-Score Z, je crois.
Puis c'est du bon pâté du Carrefour City d'en bas, là. C'est pas un truc. Exactement, bah oui. Tu penses bien sûr. Non, ouais, donc j'ai appelé le coach Flo. Il m'a dit on va réadapter tout ça pour que tu sois en forme dimanche. Donc il m'avait mis une séance la veille, donc pré-fatigue. Ouais. Et je l'ai pas fait au final. Parce que le matin, j'avais un peu mal à la tête. Bon, je me cherche pas d'excuses, hein, mais vraiment, je la sentais pas. Et je voulais être vraiment frais le dimanche, donc je l'ai sauté. Donc au final, ça fait une semaine sans séance, du mardi jusqu'à dimanche. Donc en pleine prépa marathon, ça fait peu. T'étais un peu angoissé hier matin au moment d'envoyer la sortie. Ouais, exactement. Je savais pas si j'avais retrouvé les jambes, ni le moral, parce que bon, tu dis, ça m'embête quoi quand même de rater toutes ces séances qu'on affiche sur YouTube, la chaîne. Là c'est la fin là, allez voir ça avec plein de sel sur le visage. Et au final a raison, puisque la semaine où il m'a reposé, ça m'a bien servi. J'ai eu des jambes dès le début et les allures ont été respectées jusqu'au bout. Bravo. Donc moi c'était un 3x6 à allure marathon, 6 km. Donc je crois que sur l'ensemble on est sur du 5,05. Ouais. C'est à peu près l'allure cible. Okay. Je rêve toujours du 5,0, mais ça on verra le jour J. Ouais. Le 5,05 c'est ce qui a été demandé par Flo, donc ça a été respecté. Peut-être un peu vite sur le premier bloc. Après j'ai un peu réajusté tout ça. Et par contre vous allez rire, mais j'ai fait les 15 bornes autour du parc des Tuileries. Oh là là. J'ai fait 15 bornes là-bas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais changer un peu des quais de Seine. Ça... Viens au Bois de Boulogne, mais qu'est-ce qu'il a celui-là ? C'est fou, quoi. Faut traverser toute la ville pour aller au Bois de Boulogne. Et en fait, je me suis senti bien. Et en fait, le parc est bien parce qu'en fait, il y a des fontaines. Et je me suis dit, si je tombe, si je suis en manque d'eau ou quoi, au moins j'ai une petite fontaine pour me ravitailler. Parce qu'en fait, moi, je suis parti à la main avec une flasque. Donc de boisson isotonique qui me sert bien d'ailleurs, ça marche bien. Ouais. Et je me suis dit bon, au cas où si je suis raide, j'ai au moins de l'eau pour m'accompagner jusqu'à la fin. Et au final, je me suis senti bien dans le parc, je faisais mes tours, donc maintenant je connais par cœur. Hein. Il fait 1,2 km. Il fait 1,2 km le parcours. Et ça y est, Local légende. Ouais, je suis local. Je pense que faut vérifier. Ouais. Non, mais c'est fou. Ouais, 15 bornes en plus en pleine chaleur. Mais je sais pas, il faisait bon, il y avait les gens étaient au soleil, ça m'a. Et dis-moi, dimanche, on te fait découvrir le Bois de Boulogne, après tu t'en sors plus. Après, on y reste, c'est bon. Okay. Une fois que je l'ai découvert, après, c'est bon. On t'a emmené avec Johan en plus, mais... coquin. Bah, oui. C'est froid, c'est gris, non, c'est fou. Oh, mais non, c'est le Bois de Vincennes d'Alice Michel qui est froid, qui est gris. Je sais pas. On n'arrête pas de vous le dire. C'est vrai, je sais pas, j'ai un peu de mal. Non, je plaisante. Mais en tout cas, très content sur les allures. Bon, évidemment, c'est. Donne-moi tes notes sur 10 alors. Plaisir, fatigue, difficulté. Ouais, si on n'est pas fatigué après celle-là, quand même, c'est qu'il y a un problème. Ah ouais, c'est donc, fatigue ce matin, bien un bon 7, un bon 7 sur 10. Ah ouais. Le plaisir cette semaine, du coup, avec tout ce qui s'est passé, je vais reculer un peu, je vais mettre 7. Et c'est quoi le troisième critère ? Plaisir, fatigue, difficulté. Ouais, difficulté quand même, on va rajouter aussi un bon 7. Donc là, c'est la semaine un peu, on redescend. Ouais. Mais on va remonter jusqu'au marathon. Vous inquiétez pas. Bah oui, on n'est pas. Robinho sera. De toute façon, on va t'encadrer dimanche sur ta sortie longue. Bien sûr, pas le choix, bien sûr. Mon vieux. Et d'ailleurs, tout ça sera retrouvé sur le Instagram de RMC Running. Et bah voilà, exactement. Voilà. Adèle, c'est particulier pour toi. T'es en reprise après une blessure musculaire. Comment ça passé ta semaine ? Bon, tu vas me donner tes notes quand même. Plaisir, fatigue, difficulté aussi. Bah, je vais commencer par le plaisir. C'était 15 sur 10. Réavoir des sensations, sentir l'air sur le visage, voir un petit peu le paysage se défiler réellement sans interruption, ça c'était génial. Je vous mets les images sur le YouTube d'RMC Running. La chance de courir en Tunisie au bord de la mer. Ah ouais, le top. Ah ouais. Ça c'était ce matin. Ouais. Ah la classe. Et la fatigue... La fatigue, franchement, 2-3. Il n'y a pas vraiment de fatigue. Vraiment, j'ai fait un peu plus de 50 km. Ouais. Donc, c'est pas terrible. Et la difficulté, par contre, je mettrais 7 en difficulté, qui est un peu paradoxal par rapport à la fatigue, mais ces sensations sont terribles. Je ne retrouve pas mes sensations. Tout est compliqué, les appuis, la cuisse droite, ça chauffe, mais pas au niveau de la blessure, un peu de partout, sauf à l'endroit de la blessure. Okay. Donc voilà, ça c'est un peu embêtant. Donc voilà. Bon, donc il y a quand même des points de vigilance avec cette reprise progressive, quoi. Ouais. Hier, surtout hier, j'ai pas du tout sous contrôle de mon coach Greg, et d'ailleurs je m'en suis excusé hier soir. Je suis parti pour une sortie qui initialement devait faire entre 45 et maximum 1 heure. Et j'étais avec
mon pacer de luxe Chimay, ma copine qui, c'est un petit avion de chasse, donc du coup, je l'ai poussé, et comme elle est assez compétitive, donc du coup, on a accéléré sur les derniers 5 km, on a fait 1h20, et on a fait un 5 km progressif. Alors ça faisait du bien parce qu'on s'est vite retrouvé à un moment donné à moins de 4 minutes au kilo, à 3,50 au kilo, et à un moment donné, je lui dis non mais attends, il faut arrêter, parce que je regardais mon battement cardiaque, j'étais à 185. Ah ouais. J'étais en train de... J'étais en train de... Cardio dans 5 bornes, ouais, c'est ça. Ah ouais, j'étais à fond. Donc du coup, je dis bon, ça fait du bien, mais viens, on ralentit. Et du coup, on a ralenti, on s'est arrêté à 1h20. Et là, par contre, j'étais très très heureux parce que refaire 1h20 de footing, c'était vraiment... c'était grisant sur la fin, mais c'était vraiment très agréable de ressentir son corps. Mais, juste pour qu'on comprenne un peu votre relation, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec ton ami Chimay ? Comme ça, les gens comprendront un peu d'où part cette relation déjà, Adèle. Alors, bon là, on est sur un podcast de running, donc il va pas y avoir de suspense, mais on s'est rencontrés au Bois de Boulogne. Donc, donc au Bois de Boulogne, je ne veux pas faire de mauvais parallèles, mais en tout cas, on s'est rencontrés au Bois de Boulogne. J'ai vu cette femme courir avec un pied venant de l'athlétisme, de la piste, etc., et avec un pied extraordinaire. Et je me dis, il faut absolument que je la rattrape, elle est incroyable. Et comme tout homme basique, je voulais juste la rattraper et la voir. Et j'ai mis quand même plus d'un tour du lac du Bois de Boulogne pour le rattraper. Hein. Je crois que Benoît, tu vois ce que c'est. Et j'accélérais, elle accélérait. À un moment donné, j'ai coupé pour pouvoir la rattraper. Et quand j'arrive à son niveau, et c'est une personne qui est hyper timide et tout en plus. Et ce jour-là, elle me regarde, elle me fait, vu qu'on court à la même allure, courons ensemble. Et moi, je dis, mais pourquoi elle me parle? Et du coup, ça a commencé comme ça. On a refait un tour du lac. Et notre histoire a commencé comme ça. Bon, j'ai tout de suite dit à la fin du deuxième tour, il faut que je rentre chez moi, parce qu'elle allait trop vite à l'époque. Et elle va toujours même beaucoup plus vite aujourd'hui. Mais voilà, donc on s'est rencontrés sur de la course à pied. Et ça permet de renforcer beaucoup les liens. Ouais. Heureusement qu'elle est là. Magnifique histoire, on l'embrasse, Chimay. On la salue. Alice, tu vas y passer alors. Plaisir, fatigue, difficulté, ta semaine. Faut que tu nous parles de cette sortie longue, comme quoi même les championnes parfois peuvent vivre de mauvaises sorties longues. Qu'est-ce qui s'est passé, Alice, cette semaine ? Pas très glorieuse cette semaine. Du coup, plaisir, fatigue... Difficulté. Plaisir, du coup, pas beaucoup. Cette semaine, bon, il a fait beau quasi tous les jours, donc c'était bien. Ça a été une semaine un peu compliquée, pas mal de stress. On a dû faire un aller-retour dans le sud pour la famille et tout, donc c'était un peu compliqué. Okay. Il y a eu des circonstances. Ouais, il y a eu des circonstances un peu compliquées. Et puis, toujours pas beaucoup de sommeil parce que j'ai une petite fille de 11 mois qui ne fait toujours pas ses nuits. Donc, il y a 2 à 3 réveils par nuit. Donc, c'est un peu compliqué à gérer en prépa marathon. C'est un peu ce que j'avais peur en attaquant cette prépa. À juste titre, je pense, parce que je suis vraiment fatiguée. Là, j'arrive sur la semaine bien fatiguée. Et du coup, plaisir avec la sortie longue qui n'est pas passée du tout. J'avoue que ça m'a mis un petit coup. On va dire plaisir 6. Ça va, une semaine sans, plaisir 6, bon, c'est dire l'amour de la course à pied, quoi. Oui, après, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de courir, mais là, quand il y a une échéance qui arrive et qu'il y a un peu, que j'aimerais bien être performante sur le marathon, c'est le plaisir un peu diminué quand même. Ouais. Après, difficulté, du coup, c'était difficile parce qu'en plus, j'étais malade à cause du stress et tout. Enfin, bref. Donc, vraiment la semaine de l'enfer. C'est pas la bonne semaine là, pour poser la question. Du coup, je lui ai dit, j'ai sauté la séance. Enfin, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. Samedi, pareil, il y avait une séance de pré-fatigue. C'était pas la folie au niveau des jambes. Et dimanche, j'ai fait la sortie et j'ai arrêté. C'était 8-4-8 la sortie en kilomètres. J'ai arrêté, j'ai fait 8 km et je sentais que ça allait pas du tout. Et du coup, j'ai tenté de faire le 4 km en me disant, bon, ça devrait quand même passer en allure marathon. Et au bout de 2 bornes, je voyais que ça diminuait l'allure. Donc, j'ai coupé la montre. Et j'ai fini, donc il n'y a pas là, mais j'ai fini sans la montre et j'ai fini 12 km en footing un peu actif dans le bois. Ok. Donc, ça fait une sortie, je pense, à peu près à 35 km. Et du coup, c'était difficulté de la semaine, j'ai pas dit. Plaisir, fatigue, difficulté, ouais. Et difficulté, plaisir 6. C'était dur du coup.
8. Ok. Moi, on embrasse Nico, d'ailleurs, ton compagnon, qu'on avait reçu dans RMC Running, qu'on parlait d'allure et de semaines parfois sans, de toujours se fixer au cardio et tout. Ça doit être le premier à te remonter le moral dans ces cas-là, à te dire bon, c'est pas grave. Oui, il m'a dit fais le volume, il y a des circonstances. Le volume, et puis voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien que ce soit. En fait, les autres sorties de la semaine, je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que la sortie longue, j'aime bien quand même qu'elle soit. Sacralisée. Qu'elle passe, et là, c'est la première fois que je la passe pas, donc. Bon. Mais vaut mieux que ce soit le jour-là que le jour du marathon. Voilà, t'as bien raison de te dire ça, exactement. Et Pierre qui nous rejoint cette semaine. Alors Pierre, je vais aller justement sur ton compte Strava. Comment s'est passée ta semaine, à toi aussi, en pleine prépa marathon, objectif sub 3 plaisir, fatigue, difficulté? Plaisir, je dirais un bon 9 sur 10 quand même, parce que c'est vrai que le retour du beau temps à Paris en tout cas, et ça fait plaisir après toute cette grisaille, donc c'était vraiment un plaisir de courir cette semaine. Fatigue 5 sur 10 parce que j'ai quand même couru 100 km cette semaine et finalement c'est plutôt bien passé, la récup, surtout que j'avais eu une alerte au mollet la semaine d'avant, une sorte de petite contracture et j'avais dû écourter la sortie longue. Donc là j'étais content de pouvoir faire tout le volume, l'intensité, etc. Donc assez content. Et difficulté, un peu pareil, franchement je dirais 5-6 sur 10, c'était quand même forcément la sortie longue de 31 km qui était pas facile. Mais j'étais accompagné d'un copain pour la faire qui court avec moi le marathon, donc ça a rendu la chose plus facile, on va dire. Belle régularité, là on l'affiche sur la chaîne YouTube aussi, sur les blocs d'allure marathon. C'est 4x4 km. 4x4 km, ouais. Et là, toi, tu vises, c'est 4-13, 4-14, t'es pile dans l'allure, hein. T'es même un peu plus rapide que... Ouais, on a accéléré un peu à la fin. T'en avais marre ou tu voulais quoi? Déjà, on avait le vent de dos aussi, ça aidé. Ok, bon, bravo, écoute, belle semaine d'entraînement. Merci. T'es tombé aussi le bon jour parce que t'as des questions à poser à Alice, je crois, sur la nutrition pendant le marathon, tout ça. C'est ça, l'année dernière, j'ai fait mon premier marathon de Paris et j'ai eu quelques soucis de transit, voilà, tout à fait. On va en parler avec Alice. Est-ce que tu es fier de ta team, Yodu, avant qu'on écoute Awa et Jean-Louis qui nous ont laissé un message? Ouais, ça va, t'es confiant? Je suis toujours fier d'eux. Ah oui, non, mais plus que confiant. Et tu te rends compte, on n'a pas un blessé, pas une séance. On a eu un blessé qui revient, mais. Pardon. Non, mais il revient. Là, c'était juste un petit toboggan pour descendre et remonter. Là, je sens que. Exactement. Non, mais en vrai, tout le monde là, à 3 semaines de l'échéance, c'est quand même. Tout le monde a passé quasiment toutes les séances qu'ils espéraient passer. Donc, non, voilà, maintenant, ça va être des ajustements de réglage. La diététique, justement, l'hydratation, c'est quand même un point clé sur marathon et c'est quand même un réglage ultra important maintenant que l'entraînement est maîtrisé, que les allures sont là et bien calibrées. Voilà, maintenant il faut être focus sur cet aspect-là et après les fois prochaines on parlera de la logistique des semaines avant le marathon qui seront quand même aussi importantes dans les dernières semaines. Je précise que Max, notre producteur, qui est en pleine prépa marathon, a eu une belle semaine, même si la grosse sortie de 30, vu qu'il bosse le week-end, elle est prévue demain. Donc, ce sera l'enjeu pour lui demain. Et il viendra nous raconter ça la semaine prochaine. Et puis donc, prenons des nouvelles de Jean-Louis, qui s'est envolé direction les États-Unis. C'est la voix du foot sur RMC, donc il suit l'équipe de France. Il va nous donner des nouvelles de sa semaine avec 2 sorties longues d'affilée, donc 2 dimanches d'affilée à 30 km. Et on va voir comment ça s'est passé pour Jean-Louis. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi j'ai fait une belle semaine encore là, avant mon départ dans quelques minutes là pour Boston, pour les matchs de l'équipe de France. Donc voilà, une semaine où j'avais un peu les jambes lourdes avec la sortie de 32 km dont il a fallu se remettre dimanche dernier. Et voilà, donc j'ai trimballé ces jambes lourdes en faisant mes séances, mais ça allait quand même. Et j'avais quelques doutes avant la séance de dimanche et finalement j'ai réussi aussi donc à faire ce qui était prévu, en gros 30 km avec... 4 blocs de 5, 10 et 5 en allure marathon. Donc voilà, j'étais payé par Julien, mon meilleur pote, donc qui lui vise 3 heures à Valence. Donc voilà, ça s'est bien passé. Il m'a bien porté, on a discuté et voilà, c'est de bon augure. Donc même si là, ça va être une semaine un peu particulière avec Boston, mais ce que j'ai demandé à Johan, c'était quand même de maintenir du volume, même s'il y avait un peu moins d'intensité à cause du voyage, mais pour quand même que je garde ces nombreuses sorties qui sont importantes pour moi à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi et je vais vous écouter. Bon, magnifique. Jean-Louis qui nous fait une belle prépa, Yodu. Non, mais Jean-Louis, c'est différent parce que
À la base, c'était pas son objectif numéro 1 de la saison, le marathon de Paris. Donc, moi, je l'avais accompagné déjà dans la prépa d'avant sur le marathon Nice-Cannes. Et là, l'idée, c'était de tester, de se servir de cette prépa du marathon de Paris pour le préparer pour Valence, qui pour moi est un marathon beaucoup plus roulant et beaucoup plus facile à préparer. Et puis là, je vois qu'il se prend au jeu. Il trouvait que dans les prépas, dans les 2 prépas précédentes, il avait peut-être pas fait suffisamment de sorties longues et de volume, et qu'il voulait un petit peu en faire plus. Donc du coup, moi on a opté pour, justement, vu que c'est un marathon qui n'est pas son objectif numéro 1 de la saison, de tester des choses. Et donc c'est pour ça qu'il a enchaîné 32 km dimanche dernier, et hier normalement c'était 28 qui était prévu, mais il a fait un peu de rab. Mais par contre, il est très en forme, et je pense qu'il peut vraiment se surprendre et faire une vraie perf dès le mois d'avril à Paris. Là maintenant, il faut qu'il récupère du voyage, il faut qu'il récupère là il a 3 semaines pour s'affûter. Et puis, mais ouais, c'est une belle surprise, Jean-Louis. Et prenons des nouvelles de la guerrière, Hawa. Alors elle s'est envoyée donc 30 km hier au Sénégal, 33 degrés. On va vous montrer ça aussi sur la chaîne YouTube d'RMC Running. Mais elle nous a laissé une vidéo pour nous raconter tout ça. Écoutez. Salut l'équipe, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo toujours en direct du Sénégal. Alors on va tout de suite passer au débrief de la semaine. Si j'avais des notes à donner pour le plaisir, je dirais 8, parce que c'est toujours un plaisir de courir, et d'autant plus au Sénégal. Après, concernant la fatigue, je dirais 4-5, ça va, c'était pas trop mal. Et au niveau de la difficulté, je dirais plus 6-7, parce que la séance d'hier était très compliquée pour moi. Et pour parler de cette fameuse sortie de 30 km d'hier, j'étais bien partie, et on va dire qu'arrivé au 10e, 11e kilomètre, j'ai une douleur au niveau du psoas qui est apparue, et au niveau de la performance, on n'y était plus du tout. Au niveau de la cadence non plus. Donc j'ai préféré miser sur l'objectif principal qui était bien évidemment de faire du volume, et surtout d'atteindre les 30 km pour cette grosse prépa marathon. J'espère que votre semaine s'est bien passée. En tous les cas, je vous ai suivi, et je tiens aussi à vous féliciter, à féliciter mes petits collègues là pour leur séance de la semaine et pour leur sortie longue d'hier. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. On t'embrasse aussi, Hawa. Au mental, elle y est allée. Hein. Bravo, 33 degrés. Elle nous a mis une photo avec son gel. D'ailleurs, incroyable. On va vous montrer aussi les vidéos. Johan, on espère que c'est pas trop grave cette douleur au psoas, mais est-ce qu'elle a bien fait justement d'aller chercher au mental cette distance de 30 km? Le marathon lui dira si elle a bien fait ou pas. Je pense que voilà, c'est très bien d'un point de vue mental d'avoir fini comme ça en un peu moins rapide que ce qui était prévu, mais de le faire pas coûte que coûte, mais de le faire pour se rassurer. Ça sera une bonne option si derrière elle arrive à capitaliser, à recourir et à passer un beau marathon. Si jamais la petite gêne qui a commencé à apparaître augmente et l'empêche de terminer la fin de prépa sur les 3 dernières semaines, et pire encore, la gêne le jour de la course, ça aurait voulu dire qu'il aurait fallu peut-être temporiser à ce moment-là. Mais ça, c'est un peu un coup de poker, et le problème, c'est quand ça t'arrive comme ça sur la sortie, tu viens de faire 11, tu sais pas trop s'il faut ralentir, t'écouter, parce que c'est aussi normal d'avoir des petites tensions à ce moment-là. On est vraiment sur le pic du moment, enfin on est vraiment au sommet de sa prépa marathon, donc c'est aussi normal d'avoir des petites douleurs. Donc il faut peser le pour et le contre, à savoir est-ce que je cours ou est-ce que je cours pas. C'est vrai que c'est pas évident. Donc là, elle a pris l'option de le faire au mental, de le finir. Ça, c'est très bien parce que ça va la rassurer. Mais maintenant, il faut quand même se soigner et capitaliser sur ça, ouais. Et elle a fait 20 km de plus que sa plus grosse semaine d'entraînement. Elle a fait 2h30 de plus d'entraînement aussi cette semaine. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que, c'est un vrai que ça pic, commence là, à c'est tirer pour ça que ça partout. tire un peu.
Et puis après, malgré tout, les conditions météo, la chaleur, c'est pas du tout la même problématique que ce qu'on rencontre nous en France quand on court par 33 degrés. Je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment difficile. Et la pauvre, souvenez-vous, elle nous disait, je sais pas où je vais courir, je serai justement chez moi, non plus à Dakar, mais dans mon village. Quand tu connais pas le parcours. Et je vous montre là aussi sur la chaîne YouTube d'RMC Running, elle a trouvé une route, la pauvre. Ligne droite dans un sens, ligne droite dans l'autre. Ah ouais, c'est vraiment au mental, là, 33 degrés. Alors là, mentalement, si le physique est là, il ne pourra rien lui arriver. Exactement. Bravo Awa, félicitations. Elle a bien bossé. Et elle sera avec nous dimanche sur la sortie longue communautaire. Allez, vous êtes impatients, on y va, on passe tout de suite à la séance. RMC. La séance. Alice, j'espère que tu as conscience que tu es attendue au tournant sur cette séance. Et c'est pour ça que je suis là. Le plan nutrition sur marathon. On a fait la nutrition globale il y a quelques semaines avec Amine qui était à ma place et tu as donné plein de bons conseils. On a eu beaucoup de bons retours sur cet épisode. Avant de les prodiguer, ces conseils, Johan, comment tu chiffres justement en pourcentage la réussite d'un objectif marathon? Quelle est la proportion de la nutrition dans la réussite et l'atteinte d'un objectif pour toi? Alors je peux pas donner de chiffre exact, mais c'est presque 100%. C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir ton marathon si tu ne réussis pas ta stratégie de nutrition et ta stratégie d'hydratation. C'est obligé que tout soit calé et ton marathon ne se passera bien que si tout est bien fait et tout est bien calibré. Voilà, vous allez vous élancer pour des efforts de 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures pour certains. Donc là, si tu n'es pas prêt à t'alimenter et à t'hydrater pendant cet effort-là, si ton corps n'est pas capable de l'assumer, tu vas taper le mur, comme on dit. Donc grosso modo, pour moi, c'est 100%. Pour réussir ton marathon, il faut que ta stratégie nutrition, elle soit sûre à 100%, quoi. Voilà, c'était juste pour vous mettre un coup de pression à tous. Voilà, c'est 100% de notre objectif. Maintenant, allons-y sur les... Non, mais tu peux avoir fait la meilleure prépa du monde si tu ne t'hydrates pas et si tu t'alimentes pas le jour du marathon, ou si tu prends pas les trucs qui vont t'arrêter au 30e et il faut trouver des toilettes, mais c'est mort, ta prépa marathon, elle aura servi à rien. Exactement le mauvais souvenir de l'année dernière. Alice, vas-y, du coup, donne-nous tes bons conseils. Déjà, est-ce que quand c'est son métier, on est carré et toi, ta stratégie, elle est faite, il n'y a aucune question à se poser à ce niveau-là? Non, je pense que la question, elle se pose tout le temps. Même pour toi? Ah ouais, complètement. Okay. Déjà, je trouve que moi, personnellement, c'est pas facile de manger à l'effort parce que au niveau de la respiration et tout, il faut quand même trouver un rythme. Le fait de devoir avaler, en même temps devoir s'hydrater et tout, si le gel contient pas trop d'eau, tout ça, faut tout le temps le remettre en question et le tester à l'entraînement. Donc non, c'est pas carré du tout et c'est aussi une vraie problématique pour moi. Okay. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles de base? Le grammage, comme ça, les glucides sur un temps d'effort, les règles à respecter, les dosages aussi. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu de ça? Au niveau des grammages, du coup, sur le marathon, l'idée, ça va être de monter entre 50 et 60 grammes de glucides à l'heure pour chaque personne. Donc, ça dépend après du temps au marathon qu'on veut mettre. Et en fonction de ça, on calcule le nombre de gel, de pommes-potes, de gomme en fonction de ce qu'on prend. Et ça, c'est une règle de base. 1 heure d'effort. Non, alors, c'est pas une règle de base, c'est ce qui est quand même recommandé. Et ça va dépendre évidemment de la tolérance de la personne à l'effort. Si quelqu'un n'a jamais réussi à prendre 60 grammes de glucides à l'heure en entraînement, il ne faut pas essayer de le faire le jour de l'entraînement. Du coup, à l'entraînement, il faut essayer de s'entraîner et tendre vers ces grammages-là. Si on n'y arrive pas, on reste sur les grammages qu'on a fait à l'effort. Essayer de le faire le jour du marathon, si on n'a pas réussi avant, c'est de prendre des risques justement d'avoir des troubles digestifs le jour J. Après, il y a des personnes qui sont très à l'aise sur 60 grammes de glucides à l'heure. Dans ce cas-là, on peut essayer de monter même encore un peu plus et essayer aussi de coupler avec du fructose. Parce qu'en fait, au niveau du digestif, on peut absorber 60 grammes de glucose à l'heure et après, il faut mieux passer sur du fructose parce que ce sera mieux absorbé aussi. Donc fructose, c'est quoi? C'est aussi un sucre, mais c'est pas au niveau biochimique, c'est pas la même composition que du glucose. Okay. Et du coup, après, quand on passe au-dessus de 60 grammes de glucides, on peut essayer d'aller en plus avec 30 grammes de fructose aussi à l'heure d'effort. Et ça ferait 90 grammes. Donc là, on est vraiment très très haut, sur des fourchettes très très hautes. Donc là, je recommande vraiment pas si on l'a jamais fait. Et pareil, s'il fait pas très chaud, s'il n'y a pas des grosses chaleurs et tout, on n'est pas obligé d'aller sur ça. 60 grammes, même 50 grammes, c'est déjà très bien. En termes de quantité d'eau, tu conseilles quoi sur un marathon?
Ça dépend de l'effort, la durée d'effort. Là, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Hein. Ça dépend aussi de la transpiration de la personne. Il y a des personnes qui transpirent très vite à l'effort. Il y a des personnes qui transpirent moins, mais qui ont forcément aussi besoin de récupérer, puisque l'effort demande une hydratation quand même régulière sur le marathon. Pareil, la digestion des gels, ça va dépendre si le gel est déjà un peu hydraté ou pas du tout hydraté. Si c'est un gel qui est pas du tout hydraté, il faudra prendre en plus du coup de l'eau sur l'effort, en plus de l'eau qu'on a besoin pour tout le monde, quoi. Donc au niveau de l'eau, c'est dur à dire. Là, donner une fourchette, c'est dur. Franchement, faut vraiment s'entraîner et prendre tous les paramètres là en compte, quoi. Est-ce que justement, tu penses qu'il faut adapter? Là, on parle à énormément de personnes, des milliers de personnes qui vont s'élancer sur le marathon de Paris. On a entendu la problématique tout à l'heure pour tous ceux qui auront un objectif un peu plus lent que 2h50. Donc ça fait une fourchette énorme sur le marathon de Paris. L'équipe qui est avec nous aura la chance de bénéficier de pacers qui pourront porter des flasques et tout. Est-ce qu'on peut adapter sa stratégie de nutrition au fait que, il faut désormais remplir sa flasque soi-même? Ce que je veux dire, c'est, est-ce que pour les personnes qui n'auront pas le choix, qui vont devoir se débrouiller toutes seules, tu conseilles par exemple d'aller chercher du gel plus hydraté, comme tu disais, pour limiter justement le nombre d'arrêts aux fontaines à eau? Oui, complètement. Et puis ce que disait aussi Yoann tout à l'heure, c'est que en fait les élites ont dans leur flasque, ils peuvent mettre du sucre sur les bouteilles qui sont mises par l'organisation. Et en fait là, comme tout le monde peut courir avec ses flasques puisqu'ils n'auront pas d'eau, en fait autant faire comme les élites et mettre directement dans ces flasques des boissons d'effort, parce que les boissons d'effort, ça se digère bien mieux, ça hydrate aussi en même temps. Donc on fait d'une pierre deux coups, on s'hydrate et on prend du sucre en même temps. On n'a pas besoin de prendre le gel qui peut être difficile à avaler, etc., et de le réhydrater derrière, puisque c'est déjà fait dans la boisson d'effort. Donc oui, je conseille complètement aux personnes qui vont courir avec des flasques, d'avoir 2 flasques, d'en avoir une avec, si les personnes courent avec 2 flasques, d'en avoir une avec de l'eau et une avec une boisson d'effort, qu'on étale progressivement sur le marathon, quitte à que si, comme on dit tout à l'heure, il y a des personnes qui aident sur le parcours, on puisse changer de flasque à un moment donné, à mi-parcours. Je sais que par exemple à Bastille on passe 2 fois. À Bastille on fait un changement de gourde. C'est le point stratégique. Là les places vont être chères pour les spectateurs. Mais je pense que allez-y à 5h du mat parce que là pour être bien placé des deux côtés. S'éloigner un peu, je pense, dans les rues. Après chacun fait un peu comme il veut. Papa d'un côté 10 bornes et maman côté 25. C'est ça, 25 quand même. Et là aussi où ça peut être un peu traite pour les personnes qui font moins de 2h50, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on a 150 mètres après pour jeter l'eau. Donc là par contre ça veut dire qu'il faut boire toute la quantité d'eau, la quantité d'eau qu'on veut sur 150 mètres, alors que normalement on boit quand même, moi je conseille de boire régulièrement et d'étaler un peu l'eau pour pas que ça arrive au niveau de l'estomac, une grosse quantité d'eau d'un coup. C'est peut-être pour ça que le conseil c'est quand même d'apporter une petite flasque, non? C'est pour ça que peut-être ça peut être... C'est un équilibre à trouver. Quoi. C'est un équilibre à trouver, complètement. Disons que ça se gère, ça se discute et encore une fois il faut s'entraîner à l'effort. Ils ont tous des questions pour toi donc je vais les laisser, mais qu'est-ce que tu penses du remède de grand-mère de Yoann Durand qu'il a fait depuis qu'il est athlète de haut niveau, qui est la pincée de sel comme ça dans le dernier bidon de ravitaillement? C'est bien, pour tout ce qui est limiter les crampes au niveau musculaire, la contraction musculaire et tout, c'est très bien de le mettre, parce que si on donne la flasque à un proche et c'est lui qui va donner celle du 30e, hop, la petite pincée de sel, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, quoi. C'est pas mal, au niveau des sels minéraux. En fait, c'est un peu le principe des électrolytes. C'est ça, parce qu'il y en a dans les électrolytes à l'effort, c'est que les électrolytes, en fait, c'est des minéraux. Dans les électrolytes, il y a des minéraux, et les minéraux permettent de favoriser une meilleure contraction musculaire et de limiter tout ce qui va être la fatigue musculaire, du coup. Et donc les crampes. Donc mettre un peu de sel dans la dernière gourde, ça peut être intéressant. Surtout pour les personnes qui sont sujets aux crampes à l'effort. Exactement. Chers amis, je vous la laisse. Elle est pour vous. Alice Michel, toutes vos questions stratégie de nutrition. Sophie, j'ai envie de démarrer par toi parce qu'on l'a dit. On espère qu'un traumatisme n'est pas arrivé avec la dernière sortie longue et ce gel qui t'a donné la nausée toute l'après-midi. Est-ce que tu te poses plein de questions par rapport à justement ce paramètre de course, Sophie? Pour le coup, oui, parce que jusque-là, quand j'en prenais 1 ou 2, ça allait. Là, j'ai réussi à en prendre 3, mais alors au 3e, je commençais déjà à sentir qu'il remontait un petit peu. Et alors le 4e, non, il n'est pas passé du tout. Alors comme moi, en fait, j'ai des difficultés un peu à avaler. Les gels, je les coupe, j'essaye de les prendre que par moitié j'ai essayé toutes les 20-25 minutes à peu près. Je buvais un petit peu d'eau en même temps.
L'eau, ça passe bien. J'ai aucun problème avec l'eau. Pour le coup, ça passe. Donc, en fait, est-ce qu'il faudrait pas plutôt que j'espace un peu plus les gels et que je compense avec une boisson d'effort parce que là, clairement, enfin, j'ai eu vraiment très mal au ventre, très très mal au ventre. Ouais, et puis du coup, c'est pas passé et c'est un peu handicapant sur la fin, quoi, avec cette histoire de gel, ouais. Non, c'est bien de l'avoir fait sur la sortie longue et que ce soit arrivé dimanche et pas le jour du marathon, que tu t'en rendes compte là, parce qu'en effet, du coup, tu peux anticiper et prendre les mesures nécessaires. Donc, comme tu dis, moi, je pense que là, faut passer sur une boisson d'effort, surtout si tu vas courir avec une flasque en fait le jour du marathon, autant du coup mettre une boisson d'effort dedans et ça te permet d'aller faire une alternance de gel boisson. Après, je pense que plus tu vas arriver sur des kilomètres proches de la fin du marathon, plus ça va être difficile d'avaler, de prendre les gels. Donc peut-être maximiser les gels si tu es à l'aise sur la première heure et demie ou les 2 premières heures, maximiser les gels et les prendre là pour que la boisson d'effort elle arrive plus à la fin du marathon. Si tu peux le faire, si tu peux pas le faire, t'alternes gel et boisson d'effort, un gel et un peu de boisson d'effort sur chaque heure où tu arrives, quoi. Après, et là, les compotes gommes, ce sera le même problème au final. Enfin, je veux dire, si le gel il passe pas, les gommes elles passeront pas, ou une compote ça passera pas trop non plus pour le coup. La gomme, le problème c'est qu'elle reste beaucoup en bouche et du coup ça fait beaucoup saliver et au niveau de la respiration et tout, ça peut être aussi un peu compliqué si t'arrives pareil tard dans le marathon. Une pompote, ça se teste en effet si t'as encore une sortie longue là dimanche que tu peux tester parce que c'est pas la même texture, c'est pas le même, ça a pas le même. Ça fait moins chimique quand même. Ouais, complètement. Pareil, en glucides, ça n'a pas la même contenance qu'un gel. Souvent, c'est un peu moins dosé, donc peut-être qu'au niveau digestif, tu le toléreras mieux. Et aussi, souvent, c'est un peu plus hydraté. Il y a un peu plus d'eau dans une compote que dans un gel. Après, je ne connais pas la marque de tes compotes, je ne connais pas la marque de tes gels. Donc, c'est difficile à dire. Mais une compote, tu peux en effet essayer, voir si ça passe mieux. Et de toute façon, même pour le jour J, pour le 12 avril, je te conseille de partir avec plusieurs marques de gel ou une marque de gel et une marque de compote pour qu'en effet, si c'est comme dimanche, tu n'arrives plus un moment à prendre un certain type de gel, tu as quand même une solution B ou C qui te permettent quand même de t'alimenter ou de pouvoir t'hydrater si tu as la flasque sur toi, quoi. D'autant que tu auras la chance d'avoir ton chameau Luigi qui va te payer. Voilà, encore un dossard qui sera là du début à la fin. Donc ça, il faut que tu en profites et que tu n'hésites pas à lui fournir différentes choses. Les gars, vous avez des questions? Pierre, dans un instant. Juste Robin, tu avais une question pour Alice? On dit qu'il faut boire avant la soif pour éviter... Est-ce que c'est pareil pour la faim? Est-ce qu'il faut manger avant d'avoir faim pour éviter la fringale? Moi, par exemple, au 27e, hier, lors de ma sortie longue, j'ai eu une espèce de fringale alors qu'avant, tout allait bien. Donc j'ai pris une barre de céréales. Mais est-ce que j'aurais dû la prendre avant la faim? Parce que j'avais pas faim du tout. Ouais, complètement. Parce que là, si tu as faim déjà à l'effort, c'est étrange d'avoir faim. Il y a pas beaucoup de monde qui ont faim déjà. C'est assez étrange. Normalement, même quand tu es en hypoglycémie, tu n'as pas la sensation de faim encore. Pourtant, au niveau physiologique. J'ai pris des gels. Ah, en plus? Ouais, j'ai pris des gels. Ah ouais, et t'en as pris quoi? J'en ai pris 2. Il m'en manquait un, je pense. T'en manquait un et t'as pris une barre de céréales aussi? Une barre de céréales, une boisson isotonique. Ouais, donc t'es quand même bien. Le pâté, non? Faut peut-être monter un peu plus. Surtout que j'avais besoin de mâcher, tu vois. J'avais besoin de mâcher quelque chose. C'est juste le cerveau, il faut le... Et là, dans ce cas-là, peut-être prendre une gomme. Si t'as besoin de mâcher, c'est peut-être les gommes ou les pâtes de fruits qui peuvent être mieux besoin de mastiquer. Pour toi, ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais la gomme, ça peut t'aider. Ouais, ça peut, ok. Ou pâtes de fruits, ça y est aussi pâtes de fruits ou gomme. Et peut-être que du coup, ça peut t'aider parce que la sensation de mâcher te coupera peut-être un peu la sensation de faim derrière. Mais oui, là, si t'as faim à l'effort au bout de 2 heures, 2 heures et demie, là, tu risques vraiment de faire une hypoglycémie et mur du marathon. Et c'est peut-être du coup que t'as pas assez de glucides à l'effort, toi. Ouais, donc il va m'en manquer. Donc réessaye encore dimanche. Je sais pas s'il y a encore un footing long à un moment. On va en faire dimanche là. Il y a une sortie longue et il y a un footing long encore. Exactement. Il me reste 22 km. Sur les deux. Ouais. Exactement. Là de. Ouais, limite là, la sensation de fringale, elle arrive comme ça, quoi. Et t'as bien mangé avant au petit-déj? Compote, ouais, c'est assez léger. C'est quoi que t'as pris du coup? Compote. Donc c'est le bol en verre là, la moitié du bol en verre de compote. Je pense que c'est aussi sur le petit-déj que tu peux travailler un peu. Parce que là, t'as pas. Qu'est-ce que tu conseilles comme il faut un peu de complexe.
Ouais. Non, mais surtout, là aussi, il faut le travailler, le petit déj. C'est ça, complètement. Avant pré-compétitif. Ah bah là, il faut le travailler sur les sorties longues. À 6h du mat, sans envoyer des... Ah oui, ça c'est... Oui. T'as pas le choix, là. Le gâteau... Ah non, gâteau sport. Là, faut le travailler parce que là, tu le vois très bien. En plus, t'as faim et t'as mangé de la compote. Compote, c'est glucides simples, en fait. Donc, vaut mieux mettre des glucides complexes le petit déj d'avant, mais il faut le travailler en effet comme on dit là, parce que si tu le travailles pas, par contre tu vas être trop lourd sur le marathon, ça va être l'effet inverse. Je redoute, c'est d'être lourd donc là, essaye dimanche prochain de faire un petit déj vraiment avec glucides complexes, donc flocons d'avoine ou pain ou gâteau sport, en effet si c'est plus pratique au niveau du temps de digestion. Et la compote, c'est plutôt à l'effort qu'avant le marathon. Comme la majorité des gens auront la chance d'avoir leur flasque, enfin la chance, l'obligation, parce que sinon tu peux pas te débrouiller, tu conseilles de boire par petites gorgées régulièrement ? Plutôt que de boire tous les 5 km vraiment beaucoup d'eau, vaut mieux boire, je sais pas, tous les kilomètres, quelques gorgées, comme ça. Ouais, plutôt. C'est plus efficace, Ouais, surtout, ça évite d'avoir trop d'eau d'un coup dans l'estomac et que les milieux au niveau sanguin et au niveau digestif soient différents et au niveau osmotique de créer des différences. Là, le fait de s'hydrater régulièrement, déjà, ça évite tout ça et ça permet aussi d'avoir la bouche toujours un peu hydratée, quoi. Ouais. Est-ce que c'est mauvais signe quand au départ d'une course, d'un marathon ou d'un semi ou quoi, on a déjà la bouche sèche ? C'est qu'on n'est pas assez hydraté déjà au départ ou ça peut être lié au stress ? Non, c'est... Ouais, complètement. La bouche sèche, en fait, normalement, c'est le dernier signe. C'est la dernière chose qui arrive pour montrer qu'on est déshydraté et pour vraiment donner la sensation de soif. Donc, quand on a la bouche sèche, c'est déjà qu'on est déshydraté et qu'on aurait dû boire. C'est terminé. Donc, si sur la ligne de départ, t'es comme ça, c'est pas bon, c'est pas trop bon. D'accord. Pierre, vas-y, du coup, parce que t'as pas mal de questions sur ce sujet. Non, c'est vrai. Moi, pour la petite histoire, l'année dernière, pour mon premier marathon, ça s'était mal passé sur ce plan-là. J'avais dû m'arrêter 2 fois. J'étais parti pour un sub 3 heures et puis finalement, j'ai fini en croix en 3h13. En plus, sous-alimenté, déshydraté parce que tout était sorti, quoi. Ah ouais. C'était terrible. Et tu l'avais bossé pendant la prépa c'est ça, la question. C'est, je pense que déjà, les gels, je les avais goûtés, testés, mais pas à allure marathon. Ah oui. Et ça, je pense que ça a été un point négatif. J'étais très stressé, je pense que le facteur stress, alors je sais pas Alice, mais j'étais très stressé pour la course et ça, je pense que ça a joué. Et effectivement, le petit-déj, on vient de l'aborder, je pense que moi je suis quelqu'un qui prend pas de petit-déj le matin. Ouais. Et donc là, j'en avais pris un forcément avec des pâtes, etc. Et t'es allé aux pâtes et tout, carrément 5h du mat, quoi. Le forceur. Non, le mec qui met toutes les chances de son côté, quoi. Donc, en fait, j'ai 2 questions. La première, c'est si je pars vraiment défaitiste et je me dis que ça va peut-être se repasser, j'ai presque envie de prendre un petit Imodium ou quelque chose en préventif. Mais j'avais lu que peut-être que ça a empêché de bien assimiler les glucides, etc. Est-ce que c'est vrai ? Alors moi, de manière générale, je suis pas du tout pour les médicaments avant la course. Imodium, en effet, donc il y en a qui le font pour éviter les problèmes digestifs. Mais par contre, si au moment tu as vraiment envie d'aller aux toilettes et que tu peux pas y aller, là tu vas vraiment être bloqué, donc ça va être encore pire, tu vas être constipé alors qu'il va falloir évacuer les selles et ça fait en effet un peu une pâte au niveau de ton intestin et donc ça va limiter l'absorption des autres du sucre que tu vas apporter pour pouvoir justement être performant sur le reste de la compétition, quoi. Ok, donc c'est pas trop une solution. Ouais, non, désolé, ça tu règles. Dommage, ok. Mais ça, vous avez raison, mais ça c'est une des pire problématique qui concerne tout le monde, des élites justement au dernier sas, c'est comment je fais pour aller aux toilettes justement avant le départ, parce que c'est l'angoisse. Les élites, on a la chance. Ah, vous avez aux toilettes, vous. Oui. Ça c'est bon, c'est réglé ça au moins. Chance. Non mais c'est sûr. Ouais. Et non, la deuxième question, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. La deuxième question, c'était par rapport au petit-déj. Du coup, je m'étais dit, est-ce que les gels peuvent suffire, prendre un gel avant la course et j'imagine que la réponse est non, mais voilà, prendre un petit déj très petit avec une tranche de pain et partir comme ça, non, ça suffira. Non, vaut mieux prendre un vrai. Mais après, là, ce que je te dis, c'est le mieux, mais ça va dépendre de toi. Si tu l'as jamais fait pendant tout ton plan d'entraînement, en fait, prendre un petit déj, ça va limite être contre-productif si tu l'as jamais fait, quoi. D'accord. Donc là, dans ton cas de figure, moi, je te conseillerais, il reste deux dimanches, d'essayer quand même de prendre un petit déjeuner. D'accord. Et l'idée, c'est que tu vas voir qu'en fait, tu te sens mieux sur ta sortie longue et tu as plus d'énergie, tu es plus performant. Mais si tu l'as jamais fait, le jour J, en effet, prendre un petit déjeuner, là, tu risques d'avoir des problèmes gastriques. En plus, comme tu le dis, avec le stress risque aussi d'accélérer le transit. Donc, si tu accélères le transit et en plus, tu as un petit déj que tu n'as pas l'habitude de prendre d'habitude, tu vas droit aussi aux problèmes digestifs. Donc, s'entraîner à prendre le petit déj, là, même si tu vois, tu as encore des séances, pas que la sortie longue, même des séances ou des footings, si tu peux essayer de les faire suite à un petit déj, ça peut aussi être pas mal pour
pour t'entraîner sur les 3 semaines qui restent. Et 3 semaines, c'est encore long et court en même temps, quoi. Alice, le gel avant le départ de la course, c'est une mauvaise idée ? Non. Non, on peut le faire. Ouais, on peut une le faire, demi-heure ouais. avant, prendre un gel. C'est un peu le même principe que prendre. Il y en a qui prennent de la boisson d'effort. Ouais, j'allais dire, moi je prends de la boisson isotonique 30 minutes avant. Il y a les boissons d'attente de certaines marques d'ailleurs qui c'est sont un peu prévues. ça, c'est un peu ça, voilà. Et c'est quoi l'intérêt ? C'est d'arriver avec les recharges gonflées à bloc avant de démarrer du coup, c'est comme le petit-déj, normalement. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle a été pris le petit-déj juste avant, mais normalement, on dit que c'est mieux de prendre le petit-déj et de finir 3 heures avant le départ. Ouais. Donc là, comme c'est quand même un laps de temps qui est un peu long, reprendre un peu de sucre juste avant le départ, ça permet au niveau sanguin de remettre du sucre, la glycémie elle soit un peu plus haute et du coup utiliser cette énergie tout de suite au moment du départ, quoi. Et donc retarder encore une fois les glycogènes s'épuisent, le stock de glycogène s'épuise pour donner de l'énergie. On vous souhaite que du bien, vous qui nous écoutez, rassurez-vous. Oui. Parce que l'idée est quand même toujours de retarder l'idée de tout ça, c'est quand même toujours retarder que le glycogène soit utilisé pour donner de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on met en place des stratégies nutritionnelles, c'est pour prendre des glucides facilement utilisables par le corps, et comme ça on retarde vraiment l'épuisement de ces stocks, quoi. Et t'as raison, parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, mais c'est ça l'idée, c'est de reposter au maximum ce moment où ça va s'inverser, où là vous allez taper musculairement. Et quand on n'a plus de stock de glycogène, c'est là qu'on a le mur qu'on appelle le mur du marathon. Exactement, le mur, les crampes, etc. Le risque d'hypoglycémie et tout. Donc. Voilà, donc voilà. Comme ça c'est plus clair pour tout le monde, t'as bien raison, Alice. Vas-y, Je voulais juste, par rapport au goût des gels, de faire attention, parce que des fois, sur nos prépas et tout, on utilise tout le temps le même goût et ça nous correspond bien, mais parce qu'on l'utilise sur une sortie de 20-30 bornes, on prend 3 gels. Mais moi, j'ai eu fait à la même boisson d'effort, même goût. Quand tu arrives au 30e et que tu es à ta 7e gourde de boisson d'effort, goût cerise ou fruits des bois, je te jure que t'en peux plus de ta cerise. Donc faire attention à peut-être alterner les goûts aussi avec des goûts neutres ou des goûts qui passent bien. Si vous tolérez la marque et que vous essayez de changer de goût, ça peut aider un petit peu à pas s'écœurer sur un truc, quoi. T'as raison. Et de toute façon, ça nous est tous arrivé aussi. On prévoit 6 ou 7 gels, et puis au bout de 3, on n'en peut plus. Puis au final, on les prend pas. Et ils terminent dans la ceinture à la fin du marathon. Ça, c'est sûr. Il vaut mieux en prendre plus que pas assez. Qu'on reste dans la ceinture plutôt que de se retrouver au 36e et qu'il n'y ait plus de gel. Ah, mais t'as raison, bien sûr, parce qu'il peut tomber. T'as raison, il faut toujours en prendre plus que le. Exact. Bon conseil là aussi, bravo. Adèle, est-ce que tu as des questions aussi sur la stratégie de nutrition ? Oui, moi c'est pour l'histoire des gels, c'est pas trop une problématique de les absorber. L'objectif c'est de passer de 60 à 80 sur si je fais le marathon en entier dans 3 semaines. Ma question c'est plus les crampes. Ça, c'est ma hantise. J'ai fait 2 courses de plus de 42 km, donc un marathon en trail où j'ai eu des crampes et ça a été l'enfer jusqu'à la fin, et le marathon de Valence où j'ai eu des crampes, sensation de crampes à partir du 20e, 25e, obligé de m'arrêter. Après, j'ai pu finir, mais ça, c'est ma hantise. Comment anticiper ça au-delà de l'hydratation ou au-delà de ce qu'a dit Johan, la petite pincée de sel à la fin au 30e. Les crampes, du coup, tu peux complètement anticiper dessus et les prévenir, c'est avec les électrolytes. Donc les électrolytes, tu peux les prendre à différents moments. Soit tu peux les prendre déjà sur des moments de... Alors ça va dépendre parce qu'il y a des électrolytes en fait qui contiennent du sucre et il y a des électrolytes qui contiennent pas de sucre. Donc il faut déjà regarder la liste des ingrédients des électrolytes. Si c'est des électrolytes qui contiennent pas de sucre, il y a des marques qui en font sans sucre. Dans ce cas-là, tu peux le prendre n'importe quel moment. Là, tu pourrais très bien avoir ta gourde d'électrolytes avec toi et en guise de récupération, donc tu reprends les électrolytes. Les électrolytes, c'est des minéraux, donc zinc, potassium, du phosphore, il y a du calcium aussi. Donc tu peux le prendre comme ça. Si par contre ils contiennent du sucre, dans ce cas-là tu peux très bien les mettre dans ta gourde, dans ta flasque que tu vas prendre pour le marathon, et ces électrolytes vont pouvoir t'aider le jour du marathon pour éviter les crampes, et parce que si tu as des crampes, c'est que tu as un déficit aussi en ces minéraux, et ces minéraux ils vont t'aider pour la contraction musculaire, donc là tu peux prévenir en prenant directement à l'effort. On s'est entraîné toute la prépa, on a eu les 4 saisons dans la prépa, Alice, on a eu la pluie, l'hiver, là on a la chaleur, et il faut être vigilant par rapport au jour J. S'il fait plus chaud que prévu que tout ce qu'on a connu sur la prépa, pareil, il faut accentuer sur l'hydratation et les électrolytes. Complètement, s'il fait plus chaud. Sinon vous allez le payer aussi, à un moment, ce sera beaucoup plus dur. Oui, c'est clair. Juste, parce que c'est une transition... Vas-y Adèle, vas-y. Non, je voulais juste te dire, pour finir, et le jus de cornichon,
Ah, oulala. Alors, oui. Alors, ça, c'est anti-gueule de bois, ça. Oh là là. Ça, c'est une cuite, ça. Bah, vas-y, toi, dis-nous, dis-nous, le jus de cornichon. Non, c'est la question, Alice. Le jus de cornichon, c'est un mythe ou pas? Bah, c'est un peu un mythe. Après, il y a quand même des vertus dans les jus de légumes de manière générale, mais là, sur un marathon, il y a quand même beaucoup de minéraux qui sont pas dans le jus de cornichon, quoi. Donc, je te conseillerais plus de partir sur des électrolytes que sur un jus de cornichon. Mais n'empêche que maintenant, par exemple, il y a des marques qui font jus de brocoli, etc. Et là, bien sûr, en stick. Pour temporiser le lactate. Et c'est vrai que maintenant, on reste... La betterave, ça c'est beaucoup aussi la betterave. Exactement. Eh ben Alice, merci. C'était complet, c'était parfait. Je précise parce que tu bosses avec nous, on en est ravis, mais tu as également des consultations, hein, c'est ton métier, donc si jamais on veut te contacter sur les réseaux sociaux, on n'hésite pas. Et comme ça, vous pouvez consulter Alice si jamais ça vous intéresse. Vous avez vu, elle est évidemment experte en nutrition sportive et notamment pour la pratique du marathon, de la course à pied, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous la contactez sur les réseaux. Transition toute trouvée parce que ça nous amène à notre sortie longue communautaire. C'est l'événement RMC Running dimanche au Bois de Boulogne. On est ravis de vous le proposer. On fait monter Johan Durand dans la capitale pour l'occasion. Toute l'équipe que vous écoutez toute la semaine et toutes les semaines depuis le début de la prépa marathon sera là en direct du Bois de Boulogne. Robin, il y aura Maxime, il y aura tout le monde, il y aura Sophie, il y aura Adèle, tout le monde sera là. Awa sera là, il y aura Flo également, Flo Idziak, le coach My Running Club. Il y aura Johan qui sera là, je serai là. On sera vraiment tous là avec vous. C'est en collaboration avec Ta Énergie. On les remercie d'ailleurs. L'idée, elle est très simple. On se réunit tous. 150 personnes vont être sélectionnées pour ce run communautaire sur les routes fermées du Bois de Boulogne. Vous aurez l'adresse exacte justement sur notre compte Instagram. Si ça vous intéresse de participer, les places vont partir vite. Donc vous allez immédiatement donc sur le compte Instagram d'RMC Running, vous commentez la publication et vous recevrez toutes les informations pour vous inscrire. Vraiment un beau moment de partage. Avant la sortie, Ta Énergie vous fournit comme ça des gels et également leurs nouveaux produits qui sont des électrolytes à croquer. Je ne sais pas si tu as vu ça, Alice, d'ailleurs. Ah oui, j'ai vu ça. On pourra tester justement dimanche matin, voir si ça fonctionne. La composition, c'est 150 mg de sodium, 30 mg de potassium, 6 mg de magnésium. Je regarde la nutritionniste à côté. 10 mg de calcium et un peu de chloride. Voilà, donc on pourra voir si c'est efficace ou pas. La sortie, elle est très simple. 5 km d'échauffement. Ensuite, on vous répartit par groupe d'allure. Chaque groupe d'allure est mené par un membre d'RMC Running et on vous emmène pour 2 fois 5 km d'allure spécifique marathon sur les routes fermées du Bois de Boulogne. Et puis, entre les blocs, 1 km de récup. Ensuite, un retour au calme pour analyser aussi ce passage délicat du marathon de Paris, parce qu'on est vraiment dans les difficultés. La sortie de Roland-Garros et la montée vers le Bois de Boulogne. Vous pourrez repérer tout ça avec nous. N'hésitez pas, allez sur Instagram et on sera ravis de passer ce beau moment avec vous. Merci à tous pour cet épisode. Pierre, on te souhaite une bonne fin de préparation. Merci beaucoup. On pensera fort à toi le matin du marathon. Voilà, donc on espère que tu vas régler tes petits soucis pour aller chercher cette barre sous les 3 heures au marathon. Merci à Sophie, merci à Adèle, merci Robinho. Merci à Alice qui était là encore aujourd'hui. Merci pour tous tes conseils. Merci au maître Yodu et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.